ça sur le café. Ah bon. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, ambassadeur Omar Messa de Uruguay. Ça fait un moment qu'on voulait parler, présenter un petit peu l'Uruguay qui, en Europe, est assez mal connu dans l'Amérique latine, parmi les pays d'Amérique latine. Or, c'est un pays absolument essentiel en Amérique latine, et c'est un pays qui a une spécificité tout à fait intéressante sur laquelle je pense qu'il faudrait qu'en tant qu'ambassadeur et en tant qu'Uruguayen, ancien militant, enfin, vous avez quand même beaucoup de choses à dire, et on attend ça avec impatience. Bon, merci de m'accueillir ici. Voilà. Mais, c'est nous qui sommes flattés. Donc voilà, sur cette spécificité, parce que l'Uruguay, d'abord on le connaît pas très très bien, c'est un petit pays, relativement par rapport à d'autres pays, ou c'est aussi grand que d'autres pays, par rapport au Paraguay. C'est toujours un stéréotype sur lequel je travaille depuis que je suis ici, parce que quand on dit un tout petit pays, c'est par rapport à deux pays qui sont énormes et on est au milieu. C'est-à-dire on est entre le Brésil et l'Argentine. Pourtant, on a plus de superficie que d'autres pays européens. Et on ne dit pas que ces pays européens sont petits. Voilà. Notre point faible concernant comme pays, c'est qu'on a une superficie assez vaste, mais ces pays n'est pas peuplé. C'est-à-dire, on est 3,5 millions sur 176 km². Et avec la majorité dans Montevideo Et voilà, justement, c'est ça. L'autre point fait, c'est que la moitié de la population habite à Montevideo avec ses points positifs et des dominantes négatives. Voilà, parce que ça implique, c'est-à-dire une mise en question de l'État et la protection de la ville de Montevideo et justement développer un pays agricole. Essentiellement agricole. Et tout à fait. Essentiellement agricole. Alimentaire. On ne parle pas des usines qu'on essaye de mettre en place. Mais si, on peut en parler. On peut en parler, ça va se faire. Ça va. Oui, parce que on connaît aussi un peu l'Uruguay pour les problèmes qu'elle a pu avoir avec l'Argentine à propos des usines de papier. Enfin, voilà, oui. Et j'espère que c'est en train de se régler, ou ça s'est réglé, ou pas. Ça avance. Ça avance. Ça met du temps, c'était un petit peu. Mais écoutez, vous savez que l'histoire. Et là, je me resituais donc finalement ce pays entre l'Uruguay, entre l'Argentine et le Brésil. Comment est né l'Uruguay? Et là, je pense qu'à partir de là, on peut décrypter et on peut comprendre. On peut faire donc une lecture, une approche. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, ce sont mes approches à moi, ma lecture à moi de mon pays. Et en plus, c'est une construction narrative de l'histoire. Il y en a plusieurs aussi. Alors, concernant donc la naissance du pays, ça démontre la contradiction ou les points d'amitié entre l'Argentine et aussi vis-à-vis du Brésil. Ça va de soi, pendant la conquête espagnole, l'Uruguay ne jouait pas un rôle stratégique parce qu'il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de richesse pour la conquête espagnole. Voilà pourquoi donc les conquérants espagnols arrivent très tard en Uruguay. Mais ce qui arrive le premier, ce sont les Portugais au XVIIe siècle. Ah oui. Et ils s'installent en face de Buenos Aires, ce qu'on appelle à présent Colonia del Sacramento. C'est en portugais Colonia do Sacramento. Et c'est une ancienne colonie, style portugais. Et justement, cette ancienne colonie est devenue patrimoine matériel de l'humanité parce qu'on garde encore la conception urbanistique et architecturale de la période portugaise. Alors, sur le littoral, en face de Buenos Aires s'installent au XVIIe siècle les Portugais. Et les Espagnols ont dit, tiens, s'ils sont là, il faut qu'on y soit. C'est-à-dire pourquoi? Parce que vous avez donc l'océan Atlantique, le Rio de la Plata et le Rio Uruguay, c'est-à-dire que vous avez là toute une sorte de route économique et commerciale. Voilà pourquoi, vers 1724, est né Montevideo. Mais Montevideo n'est pas né comme une ville, est né comme une forteresse militaire pour faire face à l'Empire portugais. Et les premiers habitants qui peuplent Montevideo sont d'origine canarienne. Et ils étaient à Buenos Aires. Alors, et parmi
ces Espagnols d'origine canarienne, il y avait un Français de Nantes. Alors, c'est-à-dire que Montpellier a été fondé par des Canariens, des Espagnols et un Français. Alors, et là, c'est-à-dire à partir de 1724, même on dit que c'est un processus pour peupler Montevideo, et je remarque que ça est né comme une forteresse militaire, et petit à petit, c'est-à-dire, commence à devenir une ville. Mais à partir de là, vous comprenez toute l'histoire de mon pays. C'est-à-dire que Montevideo, l'Uruguay, va jouer un rôle géopolitique et stratégique entre deux puissances, l'Empire espagnol et le Brésil. Et l'Empire portugais. Et après nos indépendances, entre le Brésil et l'Argentine. Et si on continue à travers l'histoire, pour aller plus vite, c'est-à-dire pourquoi l'Uruguay, quand le Mercosur est né en 1991, et Montevideo est choisi, on a choisi Montevideo comme la capitale du Mercosur, parce qu'elle continue toujours à jouer ses rôles encore géopolitiques. Ce qu'elle continue à faire aujourd'hui. Et voilà. Et en guise d'exemple, pour revenir à votre pays, justement, ça va de soi que pendant ces périodes de conquête, il y a eu les Anglais aussi qui ont voulu conquérir le pays, il y a les invasions anglaises, etc., etc. Mais vous, les Français, ont joué un rôle stratégique différent. Vous avez joué un rôle à ce moment-là, au XIXe siècle, un rôle économique et commercial. Et vous avez donc fondé la première chambre de commerce en Uruguay du monde, en 1882. Et pourquoi? Parce que Montevideo jouait un rôle géopolitique au sens large du mot, mais aussi économique commercial. L'océan Atlantique, le Rio de la Plata, le Rio Uruguay, le Rio Paraná. On n'a pas fondé la première chambre du commerce aux États-Unis. Et à ce moment-là, tout au long du XIXe siècle, il y avait au port de Montevideo 3 bateaux de commerce d'origine française. Alors, ça démontre, ça justifie, si vous voulez, l'opposition entre le port de Montevideo et les ports de Buenos Aires, et cette rivalité qui connaît, ou qui a connu, et qui connaîtra des hauts et des bas. Et pour répondre à votre question concernant les usines de pâte à papier, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas toujours qui viennent d'une histoire, c'est-à-dire c'est pas par hasard, et qui vient justement de ce fleuve, Rio Uruguay, qui sépare l'Argentine de l'Uruguay. Et quand j'ai dit que sépare l'Argentine de l'Uruguay, ça veut dire 30 minutes. Ben oui, effectivement. Mais alors, ce qui explique aussi, alors, effectivement, cette modernité qui est, au bout du compte, l'Uruguay a toujours été un pays, à la fin du 19e et au début du 20e, un pays en avance par rapport à d'autres pays au niveau de la démocratie, au niveau des droits sociaux, a été un pays qui était relativement en avance, si j'ai bien compris. Oui, et je pense que c'est une spécificité de mon pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays jeune. La population... D'abord, citons toujours l'histoire. Excusez-moi, mes déformations, parce que ma formation est en histoire. Mais je viens de vous dire, la première population... Mais il y avait déjà une population autochtone en Uruguay, aborigène. J'espère, quand même. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? On l'a tuée. Ah. Selon quelques historiens, à présent, il y aura 1% d'origine de population autochtone en Uruguay. Nous avons le reste de notre population est d'origine dominante européenne. Française, espagnole, italienne, grecque, libanaise, arménienne. Et aussi, nous avons une population d'origine africaine de 10%. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous imaginez qu'il y a eu, au 19e siècle, parce que mon pays est né en 1830, notre processus d'indépendance commence vers 1811, pendant la période de la crise espagnole, de l'invasion de Napoléon. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est-à-dire, on commence donc un processus d'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, parce que l'Espagne était en crise, la monarchie espagnole. Alors, et notre première constitution est de 1830. À ce moment-là, si vous voulez dire, le pays est né. Mais le pays est né grâce à une sorte de rassemblement
de beaucoup de nationalités. Et justement, vers ces années-là dont je vous parle, 1830 et 1860, 1870, la moitié de la population de Montevideo était d'origine française. D'abord les Français, puis les Espagnols, puis les Italiens, et puis le reste. Alors, et puis, à la fin du 19e, on commence à recevoir d'autres populations dont je vous ai déjà parlé, italiennes, espagnoles, tchèques, polonaises, etc., qui vont construire une nouvelle conception de république. Il faut imaginer qu'il y a des Arméniens qui ne parlaient pas espagnol, des Libanais qui ne parlaient pas espagnol, des Italiens qui ne parlaient pas, et qu'il fallait trouver donc et définir une république. Et rassembler cette république à travers une langue. Alors on définit comme langue l'espagnol, et on commence à construire une identité de république. Alors, et cette identité a été construite dans une conception libérale. Un guide d'exemple, en 1907, on sépare l'Église de l'État. Pardon, en 1910. Mais en 1907, par exemple, pour démontrer aussi notre démarche de liberté, la femme peut obtenir leur divorce automatiquement, à travers leur volonté. Ce qui était C'était avant. Et en 1936, les femmes pouvaient avorter. Alors, mais tout ça, c'est grâce, je pense, c'est une possibilité sur laquelle il faudrait... Pourquoi ces pays étaient tellement à l'avance vis-à-vis d'autres pays du continent ou vis-à-vis des pays européens? C'est-à-dire, je pense qu'il fallait trouver un consensus parmi 40 langues, parmi 45... Parce que parmi les Italiens, aussi il y a les Italiens du Sud, du Nord, du Centre. C'était qu'il fallait rassembler et dire, tiens, vous allez devenir maintenant uruguayen. Et pour devenir uruguayen, au lieu de choisir ça, on va choisir cette liberté. Et justement, l'utopie de construction de l'Uruguay de 1830 jusqu'à nos jours, c'est de démocratiser la démocratie, sauf la période de crise de la dictature des années 70. D'accord. Bon, ça, on reviendra sur Voilà. cette période-là un peu Non, plus mais tard. il fallait... Voilà, voilà. Mais je voudrais qu'avant, on situe effectivement l'Uruguay. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'Amérique du Sud et donc du Mercosur, puisque l'Uruguay appartient au Mercosur, et là aussi, elle a un point assez important, et peut-être aussi d'avoir des relations avec l'Europe, d'ailleurs, en matière, par exemple, scientifique, en matière financière. Enfin, oui. Tout d'abord, je voudrais situer la naissance du Mercosur. Je voudrais remarquer la naissance du Mercosur. La naissance du Mercosur naît dans un contexte où les politiques économiques dominantes au sud étaient néolibérales. Le Mercosur, ça veut dire Mercado Común del Sur, c'est-à-dire qu'on pensait vraiment que l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay allaient construire donc un marché commun pour échanger des produits et des biens. Et on n'a pas eu comme cible la population. Alors, les traités d'Asunción de 1991 a comme objectif donc ce marché. Mais après, justement ça c'est l'autre spécificité que je voudrais mettre en valeur, pas seulement concernant mon pays, concernant les 4 États fondateurs du Mercosur. Et petit à petit, c'est la société civile qui définit l'autre agenda, l'agenda social. À un certain moment, les structures bureaucratiques travaillaient sur le domaine strictement économique-commercial. Néanmoins, la société commence à construire l'autre agenda. Quand je dis l'autre agenda, c'est par exemple la Fédération des coopératives Mercosur, les coopératives de la jeunesse rurale Mercosur. On commence à travailler dans le domaine de la culture Mercosur, d'écrire une sorte d'identité mercosureña. On commence aussi à travailler dans les domaines de l'éducation pour échanger nos étudiants. Il y a eu tout un processus et on commence à regarder votre processus de construction européenne. Et à ce moment-là, on commence. Il y a eu aussi des hauts et des bas. Et maintenant, je pense que on va trouver vraiment... on va approfondir nos rapports entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour revenir au domaine scientifique, il faut aussi revenir dans notre histoire. C'est-à-dire, l'Uruguay a pris comme modèle, quand l'Uruguay est né, est pris comme modèle les systèmes éducatifs français.
Et je remarque ça parce que on a, à ce moment-là, c'est pas pour copier, tout simplement, on a un pays qu'il faut créer. Vous aviez à ce moment-là deux modèles, l'anglo-saxon ou le francophone. Voilà. Et il y a eu donc l'influence de la philosophie positiviste, et spécialement chez Comte, qui a dominé l'élite uruguayenne, l'intelligence uruguayenne de l'époque. Et pour démontrer ça, l'université de l'État est née, on l'a ouverte, le 14 juillet 1849, pour rendre hommage à votre pays. Et justement, beaucoup de facs de l'époque, de médecine, de mathématiques, qui s'appelaient comme ça à l'époque, ont pris comme modèle votre système éducatif. Le bac, jusqu'aux années 60 du XXe siècle, c'était une sorte du bac français. Moi, j'avais comme langue obligatoire votre langue. Voilà. Et c'est-à-dire qu'à partir de ces années-là, 1850, on commence déjà un échange dans les domaines des sciences et de la médecine, de la biologie et de la chimie entre vous et nous, une sorte de va-et-vient. Et pour clore, si vous voulez, ça dépend de vous, et justement, décembre 2014, j'étais à Montevideo avec une délégation de Français et qui était intégrée par différentes structures de l'État, ministère de l'Éducation, ministère de la Recherche supérieure, ministère des Affaires étrangères, Académie des sciences, était représentée par Catherine Bergignac, qui est l'ambassadrice des sciences, et on a justement travaillé en simultanéité pendant 3 jours avec la société uruguayenne. Quand j'ai dit la société uruguayenne, ça veut dire le domaine scientifique, les entrepreneurs et des ONG qui travaillent en simultanéité avec vous, plus l'Institut Pasteur, plus le Centre national de recherche scientifique, plus l'agence de recherche, pour essayer de voir comment peut-on travailler, vous et nous, pour nous, populations, c'est-à-dire que les sciences puissent arriver vraiment à nos populations et sortir du contexte strictement ou de l'espace géographique des chercheurs. Ça a été l'objectif de cette rencontre, ça a été un travail magnifique. Et maintenant, on travaille sur le suivi de chaque branche sur laquelle on a signé une convention. Voilà. Et même, c'est-à-dire, comme à Montevideo, ça à mon avis, c'est un bon signe, une piste aussi de cette définition des sciences concernant l'Uruguay, parce que il faut situer le contexte de l'après-guerre. À partir de ce contexte est né l'UNESCO. Et la première filière de l'UNESCO qui était ouverte au monde a été ouverte à Montevideo. Justement, ce rôle géopolitique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas par hasard si vous êtes aussi ambassadeur de l'UNESCO. Je ne veux pas en parler. Mais non, justement, l'UNESCO à Montevideo, c'est pour tout le Mercosur, l'Amérique latine et les Caraïbes, pour les sciences. C'est ça. Voilà, et justement, quand on est allé avec Madame Catherine Bergignac et ses équipes, on a fait donc aussi une rencontre avec l'équipe de l'UNESCO pour renforcer entre la France, l'Uruguay et plus l'UNESCO le rôle des sciences et nos rapports bilatéraux dans ce domaine. Donc l'Uruguay, ce n'est pas uniquement la banque du Mercosur, c'est aussi les sciences, et c'est qui est important. Ça, c'est important. Et alors ce qui est important, c'est que effectivement, déjà, ce que vous venez de dire, on comprend un petit peu, c'est que l'Uruguay vient d'entrer dans la francophonie. Voilà, oui, ce qui est important. À Kinshasa, on a été admis comme membre observateur. Et on a été le premier pays en Amérique latine à devenir membre observateur. Et en Dakar 2014, en suivant donc notre adhésion, c'est Mexico et Costa Rica. Et la République dominicaine. Et bon, République dominicaine, à mon avis,
à mon avis, je remarque ça, est tout à fait logique parce que c'est à côté de la République d'Haïti. C'est sûr. Alors, c'est-à-dire du point de vue aussi d'une définition géopolitique, c'est logique. Oui. Néanmoins, quand on a dit qu'on voulait donc devenir membre de la francophonie, beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi vous voulez devenir membre de la francophonie? Vous êtes au sud-sud. Et si vous regardez la carte des pays francophones, vous allez voir donc un pays qui est là, qui est l'Uruguay, qui est devenu membre de la francophonie. Mais donc, justement, et pour revenir à Montevideo, qui est un mot parfois magique ou imaginaire, je voudrais évoquer que beaucoup de Français ne savent pas, ne connaissent pas. Par exemple, tout le monde parle de Ducasse. Nous avons trois écrivains qui sont nés à Montevideo, qui sont franco-uruguayens, Laforgue, Supervielle et Ducasse. Et justement, Ducasse, il se disait le comte de Lautréamont. Oui. Et Lautréamont, parce que c'est l'autre à Montevideo. Ah. C'est son altérité. C'était un mot magique, voilà. Alors vous voyez, aussi lui, comme écrivain, comme poète, avait aussi une conception géopolitique. C'est l'autre qui est là, et l'autre qui est ici en Europe. Et même pour le Tréamont, dans un autre monde aussi. Dans un autre monde aussi, voilà. Il a joué sur le mont Montevideo, oui, et c'est va-et-vient entre l'océan. C'est-à-dire, je viens aussi d'une famille d'origine européenne, espagnole, et j'allais avec mes grands-parents au port pour regarder les bateaux. C'est-à-dire qu'on a toujours gardé cette nostalgie, et le large du Rio de la Plata, et l'océan. Est-ce que je pourrais rentrer? Je ne pourrais pas rentrer. Ce qui s'est arrivé donc dans les domaines de Lautréamont. C'est pour ça que Lautréamont, il est où l'autre? Donc voilà, donc tout s'explique, la francophonie, on est en plein dedans, mais bon, mais ça, tout le monde ne sait pas. Mais par contre, il y a un autre thème qui fait que l'Uruguay est un peu connu en Europe, même si on ne sait pas exactement très 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 bien, c'est le président actuel, enfin celui qui va laisser la place au nouveau président, mais on reste de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que ce qui est intéressant, c'est que on passe d'un président de gauche à un autre président de gauche, même si c'est pas tout à fait le même parti, on reste dans ce président de gauche. Et c'est le même parti. C'est le même parti. C'est le même parti. C'est les Frente Amplio, les Fronts élargis. Mais peut-être pas tout à fait la même idéologie. C'est la même idéologie. On en parlera. On en parlera. Je vous écoute. Posez-moi la question. Non. Mais ce qui est certain, c'est que donc au milieu de l'Amérique latine, dans lequel il y a quand même est devenu un pays assez dirigé par un certain nombre de dirigeants de gauche, là aussi, on peut estimer. Rica est un cas peut-être tout à fait exceptionnel, mais on peut estimer que là aussi, l'Uruguay se distingue. La gauche uruguayenne a toujours été, et là aussi historiquement, si on s'en remontait peut-être au 19e, mais si on remonte par exemple aux années de plomb, qui étaient dramatiques, on connaît le cas des Montaneros en Argentine, on connaît le cas évidemment dramatique du Pérou, ces années sanglantes, vous aviez les Tupamaros malgré tout, et là, pourtant, on est tout à fait dans un... est-ce que c'est le même monde? On a l'impression que c'est pas tout à... Pour vous, c'est pas le même monde? Non, absolument pas. Je respecte le processus historique de chaque pays, mais je voudrais dire, donc, et si c'est ma lecture à moi, et je remarque que ma formation est en histoire, et vous savez qu'il y a beaucoup de bouquins d'histoire, beaucoup de bibliothèques. J'aimerais, comme par déformation, toujours situer la naissance de la gauche uruguayenne, et pour ne pas aller trop loin, sinon vous allez me tuer. Et le pays, mon pays a été un pays qui a connu des périodes de richesse. C'est un pays agroexportateur, au début du XXe siècle, c'est-à-dire vendait énormément des produits alimentaires à l'Europe qui était en crise et qui était en guerre. Soit à partir de la Première Guerre et après toute la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce pays a connu mon pays a connu une période de richesse, de distribution de la richesse. Et quand les années 50 arrivent, ce modèle de pays fait crise. Entre 1950 et 1980,
il n'y a pas de croissance en Uruguay. C'était comme ça. Ça va de soi que ça va provoquer une crise du système démocratique et une crise de la société et de la structure politique. Et ça provoque, comme point de départ justement pour revenir à cette histoire de la gauche, qu'à partir des années 60, il y a toute une remise en question de la concession démocratique. Auparavant, on avait un système exécutif comme les systèmes suisses, collectifs, et à partir de 66, il y a un référendum et on se disait, on veut un seul président avec plus de pouvoir. C'est qu'il y a un changement de cette conception de partager les pouvoirs pour dire on veut un président unique et avec plus de pouvoir. Ça, c'est dans les domaines politiques. Dans les domaines de la société, qui est en crise, baisse des salaires, baisse de l'état de bien-être, etc., parce que l'Uruguay était un état de bien-être, avec une éducation laïque, obligatoire, protégée par les systèmes d'impôts, etc. Alors, je vous donne quelques pistes. 63, 64, il y a une sorte de remise en question de la gauche, qui était éparpillée, les partis communistes, les partis socialistes, les trotskistes, les anarchistes. À ce moment-là, on commence à passer une sorte de refondation, de rassemblement de la gauche. Et le premier pas, c'est la naissance d'une seule centrale nationale des travailleurs en 1966. C'est-à-dire qu'on oublie les différentes contradictions de gauche pour rassembler une seule centrale nationale des travailleurs. Ça, c'est le premier chemin. 1968, crise économique. Quand je dis crise économique, imaginez, vous et 140% d'inflation tout au long d'une année. Ah oui. C'est-à-dire, on arrive à la fin du mois, on ne peut pas payer ses cafés, parce que votre salaire a diminué. 140%. Ça va ça que 68 fait une explosion sociale. Il y a aussi un mouvement, comme chez vous, qui explose au mois de mai, comme vous. D'abord, ce sont les étudiants de l'enseignement secondaire, et puis les ouvriers, et puis la petite bourgeoisie, tout le monde dans la rue. Alors, ça commence une sorte de violence dans les rues, sans cesse. Et ces mai 68 provoque, on tue 4 étudiants dans les rues de Montevideo. Alors, cette société, qui est une société de cohésion, de paix, avec cette histoire que je vous ai racontée, beaucoup de signalité, une simultanéité, etc., connaît dans son histoire une crise sociale et politique qui redéfinit un pays, un grand point d'interrogation. Alors, à partir de là, la gauche commence à chercher un chemin. Et il y avait différents partis politiques, le Parti socialiste qui votait de son côté, le Parti communiste, et puis l'ultra-gauche, etc. Et ça donne naissance aux années 60 à une sorte de repenser la gauche. Et en 1971, naît ce qu'on appelle Frente Amplio. Vous dites en français Front élargi, non? Alors là, c'est le rassemblement de toute la gauche. Quand j'ai toute la gauche, Parti communiste, l'ancien Parti communiste, c'est-à-dire avec le soutien de l'Union soviétique, le Parti communiste, le Parti socialiste, le trotskiste, la démocratie chrétienne, et beaucoup de structures qui venaient, par exemple, de l'Église catholique de la Libération. Aussi beaucoup de collectivités d'origine juive qui venaient des kibbutz avec leur expérience des travaux collectifs. Beaucoup de jeunes juifs de 20 ans lesquels, qui composent d'une manière indépendante aussi et qui intègrent le Frente Amplio. Alors, ce Frente Amplio est né en 71 et 73, au mois de juin, c'est le coup d'État. Et ce n'est pas par hasard. D'abord, c'est en Uruguay, et après, c'est au Chili, et c'est la suite du plan Condor. Cette gauche, qui est née en 71, reste encore unie en 2015. Même pendant la période de la prison ou de l'exil, cette gauche est restée unie. Alors voilà pourquoi
c'est un processus complètement opposé à d'autres gauches. Et concernant comment on arrive à négocier chaque période électorale, il y a une commission assez complexe à gérer, mais ça existe, qui travaille en simultanéité pendant presque 8 mois, c'est-à-dire des représentants du Parti communiste, des représentants de l'ancienne guérilla Tupamara, des représentants du mouvement de participation populaire, des représentants de la démocratie chrétienne, des indépendants qui sont représentés aussi, travaillent pour définir un programme. Et le président qui est élu a comme Bible ce programme qui a été mis en consensus parmi donc, ce groupe qui a travaillé pendant des mois et des mois. C'est-à-dire qu'on doit respecter, pendant la nouvelle période, 2015-2020, le programme. Il y a des définitions énormes, et ça va se faire, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire qu'à partir de 2005, où la gauche est au gouvernement, a toujours comme soutien, comme point de départ, un programme. Et puis aussi, vous avez donc la structure du président, mais vous avez la structure du Front élargi, du Front Amplio, qui arrive à négocier. C'est pour ça qu'on a donc la Chambre des députés, la Chambre des sénateurs, qui arrive aussi à négocier pour trouver le juste milieu et ne pas détruire la coalition des gauches. C'est-à-dire que, si vous voulez, la clé de cette coalition, c'est pas seulement gouverner, mais sinon de vraiment rester unis. Malgré les contradictions qui existent, ça va se faire. Voilà. Mais ce qui est évident... Alors, je me souviens qu'une fois, on s'était vu, ce qui vous choquait, c'est quand on dit que votre président finalement, c'était qu'un terroriste. Et ça, c'était quelque chose qui vous avait choqué, parce que... Tout à fait. Parce que s'il était en prison, c'était un Tupamaro, mais qu'il était... Vous ne pouvez pas considérer que ce soit vraiment un terroriste sanglant, comme parfois on a voulu le présenter. Enfin, je sais pas, ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est ce niveau, le rapport à la violence aussi, qui était sans doute différent. Oui, tout à fait. Bon, je reviens aux années 60, c'est-à-dire où la société produit un changement brusque, soit du point de vue culturel, soit du point de vue politique, une remise en question. Il y a comme une sorte de deux Uruguay. Un Uruguay qui dit c'est bien, tout va très bien. Et puis l'autre qui dit tiens, il faut changer une autre sortie, un autre chemin. Alors, à partir des années 60, il y a une autre gauche qui dit tiens, il faut chercher un autre chemin et qui regarde le processus de la révolution cubaine. Et tiens, c'est-à-dire, bon, le Parti socialiste a son histoire, le Parti communiste a son histoire, mais nous allons créer une autre histoire, un autre chemin. Alors, beaucoup de membres du Parti communiste, du Parti socialiste, du Parti quittent leur parti et vont fonder donc ce qu'on appelle Movimiento de Liberación Nacional Tupamara. À ce moment-là, donc, c'est une petite structure avec une définition politique, excessivement politique, des focaux et militaires. C'est-à-dire qu'il fallait créer les conditions pour une sorte d'adhésion, de refondation de la gauche à partir de la concession foquista des années 60. Et cette conception part de la base ce qu'on appelle guérilla urbana. C'est-à-dire, l'Uruguay n'a pas de montagne comme la Bolivie, comme Cuba. Alors, la guérilla va être dans la ville. Mais quand on dit dans la ville, on ne va pas entrer dans la ville comme ça. C'est-à-dire, la ville devient un espace anonyme où une personne cravatée, costumée, pourrait donc être membre de la guérilla. Qui vient de tous les milieux. Et qui vient de tous les milieux. Même les milieux les plus... la haute bourgeoisie. Voilà, de la bourgeoisie. Et la définition, c'était pas de construire une structure 100% militaire, sinon de provoquer à travers différentes activités de propagande, justement, par exemple,
entrer dans un supermarché, prendre beaucoup de produits et aller dans un bidonville, voilà, et distribuer tout ça dans une bidonville. Voilà. On disait à l'époque que le Tupama c'était comme des Robin Hood. Voilà. Il y a eu donc, et tout le monde en parlait, c'est-à-dire il y avait donc chaque jour, il y avait une activité pas violente mais spectaculaire. Il y a eu même dans les domaines de l'art, c'était l'époque des happenings, j'ai lu un travail justement concernant la période des années 60, de Factory and the Warhol, etc. On disait, en Uruguay existaient les Tupamaros parce que chaque jour, ils inventaient une activité, mais pas violente, une activité complètement presque artistique. Excusez-moi, pas artistique au sens strict du mot, mais c'était pour ces théoriciens de l'art à comparer la production culturelle des années 60 du pop art avec les actions des Tupamaros. Il y avait une esthétique de la Il y avait une révolution. esthétique. Mais il y a toujours une opposition, justement, à partir de l'État, que l'État devient de plus en plus militaire, policé, cette guérilla qui commence, qui faisait des activités comme ça, doit prendre des définitions militaires. Et je reviens à ce mai 68, avec 4 étudiants qui ont été tués dans la rue. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement de prendre un hypermarché ou mettre, je ne sais pas, un drapeau comme ça, sinon qu'à un certain moment, et justement, beaucoup d'étudiants qui sont sortis du mai 68 vont devenir membres de la guérilla Tupamaro. C'est-à-dire, on va penser que les structures politiques, dirais-je, de la gauche traditionnelle, Parti communiste et Parti socialiste, sont vides, qu'il faut trouver un autre chemin, la guérilla. Et cette guérilla, c'est, comme je viens de vous dire, c'est une guérilla par définition urbaine, et qui connaît un échec terrible en 72. C'est-à-dire quand vraiment il y a l'affrontement entre les militaires et la guérilla, il y a donc la chute de la guérilla. Et là, il y a vraiment des fusillades à droite et à gauche. Et c'est une période complètement difficile. Et ça, c'est l'entrée, si vous voulez, c'est presque... C'est un processus que vous voyez, 68, je donne quelques pistes. 1950-1980, pays sans croissance. 68, 140% d'inflation. Étudiants dans les rues, 4 étudiants ont été tués. Les partis politiques traditionnels, plus la gauche traditionnelle, et de l'autre part, un petit mouvement d'une dizaine qui commence à croître, parce qu'il y a une volonté de changer le pays, spécialement dans une nouvelle génération. Alors, et ça provoque une guérilla strictement différente et opposée à d'autres guérillas des années 60-70 en Amérique latine. C'est une histoire complète, je ne sais pas si j'ai bien transmis. Si, on voit très très bien. Et alors la répression est assez difficile et dure, c'est-à-dire que même si la guérilla n'est pas aussi dure qu'ailleurs, la répression est presque aussi difficile. Je veux dire que la prison, c'était quand on était en prison, Mourika, peut-être d'autres, peut-être même vous. La prison, c'était pas être bien en résidence surveillée, c'était vraiment une vraie prison, Non, avec un régime qui n'était pas un régime. En effet, penser aussi, Fournier, à la comparaison entre la dictature en Argentine, la dictature au Chili, même au Brésil, qui était auparavant, 64, et notre dictature. Donc, ce qui est passionnant dans l'histoire, justement, quand on lit l'histoire, c'est le processus de l'histoire. Rien n'arrive par hasard. Il y a toute une cohérence, dans l'incohérence parfois. Alors, 68, on commence vraiment, on constate que cette république laïque, l'état de bien-être, n'existe plus. Et que vraiment, on commence à construire un état policier contrôlé par les ministères de l'Intérieur. Les ministères de l'Intérieur. Mais en 1972, c'est pas seulement les ministères de l'Intérieur qui contrôlent les citoyens, c'est les ministères de la Défense. Tout le pays est contrôlé par les ministères de la Défense. Et les prisonniers politiques sont jugés par la justice militaire. Ça change. Et on a connu moins de disparus qu'en Argentine, qu'au Chili, mais on a construit vraiment un État policier.
On a construit, en guise d'exemple, 2 prisons, une prison pour les femmes, pour les prisonnières politiques, une prison pour les hommes qui s'appelait Libertad, une contradiction. Voilà. Et là, ces 2 établissements, il y en avait plusieurs dans tout le pays, mais comme ce sont les 2 plus forts, l'un était à 1 heure de Montevideo, puis l'autre était à quelques minutes de Montevideo, dans les Montevideo rurales pour les femmes, ont été construits pour détruire les prisonniers politiques. Tout le système était pour détruire votre personnalité. Et il y a eu aussi, on a construit un narratif que tous les disparus avaient disparu en Argentine. Mais il y a eu des vols de la mort entre l'Argentine et l'Uruguay et vice-versa. Il y a eu des Uruguayens qui ont été kidnappés en Argentine, mais des Argentins qui ont été kidnappés en Uruguay. Alors, et cette période, donc, c'est une période encore qui reste à résoudre. Voilà. L'histoire est très lente pour tourner la page et faire revivre la mémoire. Les dictatures argentines et uruguayennes avaient des liens quand même. Ah, tout à fait. Et de la même façon que est-ce que les Tupamaros avaient des liens aussi avec les Montaneros? Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais aussi, il y a eu toute... bon, des Uruguayens ont été kidnappés au Brésil, ont été tués au Brésil. Des Uruguayens ont été kidnappés et tués au Paraguay aussi. On échangeait les prisonniers, non, prisonniers politiques. Mais, comme je viens de vous dire, l'Argentine connaît donc un nombre incroyable de disparus. Nous en avons presque 200 disparus, et des bébés aussi disparus, kidnappés aussi. Mais ce qui a fait la dictature uruguayenne, c'est travailler pour la peur et la délation. Je vous donne un exemple. Imaginez la France des années nazies et l'étoile juive. Tous les Uruguayens, pendant ces années-là, 73 et 85, étaient classés en 3 catégories. Et vous atteignez la catégorie à travers le ministère de l'Intérieur et à travers la délation des informations. On avait la catégorie A, ça voulait dire que vous étiez démocrate. Vous étiez B, vous étiez douteux. Et si vous étiez C, vous étiez subversif. Alors, pour obtenir un travail, soit dans le domaine de l'État, soit dans le domaine privé, il fallait présenter votre catégorie de citoyens. Cela va de soi que si vous étiez B ou C, vous ne pouviez pas être fonctionnaire de l'État enseignant. Et ça démontre aussi un aspect très fragile, parce que pendant la période de la dictature, on a congédié des milliers et des milliers de profs considérés B ou C. Et pendant les années 80, il n'y avait que 20 biologistes d'un pays. Tout le reste était parti. C'est-à-dire qu'on a vidé aussi les sciences. L'école des beaux-arts, on l'a fermée de 73 à 95. C'est-à-dire que c'est pas seulement la dictature, les militaires et les civils qui ont accompagné, sinon la culture qui est en cause. La dictature des esprits, là, c'est ça. Et voilà. Oui. Parce que, c'est-à-dire, un pays a besoin de la recherche scientifique, spécialement mon pays, dont la production est agroalimentaire. Il nous faut vraiment des chercheurs pour la terre, avoir une terre intelligente, des vaches intelligentes. Mais si on n'a pas d'hommes de science, c'est pas possible. Ils étaient partis, ou ils vendaient des bouquins à Montevideo parce qu'ils étaient incapables d'être fonctionnaires de l'État. Vous voyez. Et là, je pense que c'est cette construction d'un pays, d'une prison, vis-à-vis d'autres processus de dictature, comme au Chili, où la peur, on l'a travaillé, le narratif concernant la peur a travaillé d'une autre manière, où ce narratif en Argentine a travaillé d'une autre manière, et ce qui était très fort, c'est les disparus.
on commence à parler des disparus chez nous. On a eu aussi les mères qui défilaient tous les vendredis à Montevideo, mais on parlait en douceur, parce que la peur était très très dure. Et on commence à en parler à partir des années 90, 2000, qu'il y a des disparus en Uruguay. Tard, c'est très tard. Non, mais Oui, on oui. travaille Oui, bien encore, sûr, oui, on c'est travaille ça. encore Oui. là-dessus. Enfin, de certaines façons aussi, mais on pourrait dire aussi que si Mujica avait été pris en Argentine, il n'existerait plus. Bon, mais les conditions de Mujica, il y avait deux catégories de prisonniers politiques, en gros. Bon, les leaders, en 73, quand le coup d'État arrive, les femmes leaders de la guérilla Tupamara ont été prises comme otages. Et 12 femmes. Et 9 hommes ont été pris comme otages. C'est-à-dire qu'ils quittent leur prison, ils vont dans des situations très complexes de vie, hors du système des prisons. Donc, la prison, en somme, vous protège. Voilà, vous avez une toilette, vous avez des WC, vous avez donc le déjeuner, le dîner, le petit-déj, voilà, la routine d'une prison. Néanmoins, les femmes ont vécu des conditions plus difficiles encore, parce qu'elles étaient femmes et contrôlées par des hommes. C'est une longue histoire et très complexe d'être otages femmes. Et dans des petits coins, des puits, ils étaient dans des puits. Mujica, pour répondre à votre question, il déménageait de temps en temps dans différentes casernes de tout mon pays et il habitait dans des puits. C'est-à-dire qu'il était au fond d'un trou. Ah oui. Il a habité pendant 12 ans au fond d'un trou. Il sortait, je ne sais pas, tous les 15 jours pour voir le soleil, comme ça, sans lire. Regarde, il était là. Tous les otages ont vécu comme ça. C'est horrible. Et au cas où, s'il y avait donc des actions de la gauche, on les tuait. On les tuait. Voilà. Oui, donc. C'est pour ça que sa personnalité bon, vous pouvez être pour ou contre, Oui, mais ça. Mais c'est une sorte de renaissance. Voilà, donc. Il y a eu des otages qui sont devenus fous. Bah, on imagine, oui. Complètement fous. Oui. Parce que vous êtes tout le temps dans un trou. Ça va, ça sans chauffage. Oui, oui. Mais pas l'hiver. Oui, non, et donc ça c'était le régime des otages et puis le régime des prisons dans lesquelles, si vous aviez rencontré Liscano par exemple, l'écrivain Liscano. Oui, l'écrivain Lescano, oui. Bien sûr. Oui, qui était très jeune en plus, il avait 18 ans quand il a été prisonnier justement. Il a été libéré grâce à l'amnistie. Voilà, il restait en prison 12 ans, 13 ans de prison. 12 ans, 13 ans. Vous n'avez finalement que 7 ans, c'est ça Oui, c'est rien du toute tout. sa jeunesse, il a été en prison. Enfin bon. Mais je pense que, bon, je pense qu'on reviendra sans doute à une autre occasion sur là-dessus, parce que c'est tellement impressionnant, tellement passionnant, et ça vaut peut-être la peine qu'on revienne là-dessus. On a fait un petit tour d'horizon aujourd'hui. Il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire, mais on ne va pas prendre plus de votre temps aussi, parce que je crois que vous avez d'autres rendez-vous. Et moi, je vous remercie, Omar Messa, pour ce que vous nous avez dit. Vous en avez appris plein de choses, ça c'est émouvant. Enfin, donc, merci infiniment, et puis à très bientôt, en tout cas. Avant Oui. parce que tout simplement, j'ai remarqué la francophonie concernant le commerce et le tramon. Mais j'aimerais mettre en valeur aussi le rôle qu'a joué l'Uruguay au XXe siècle entre nous et vous, et en vous évoquant un exemple d'amitié franco-uruguayenne, qui à mon avis fait la synthèse de notre fraternité. Si vous me permettez. Au contraire. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, l'Uruguay, qui était riche, voulait aider la France. Voilà. À ce moment-là,
on décide d'ouvrir une école pour des filles orphelines de la guerre, afin qu'elles puissent suivre donc une formation des filles, c'est-à-dire coudre, repasser, voilà. C'était la conception de l'époque. Alors, on ouvre cette école à Avon. Et cette école, donc, l'Uruguay l'aide jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, l'Uruguay coupe les liens. Cette école, aujourd'hui, c'est un lycée polytechnique où il y a 1600 étudiants qui s'appelle Uruguay Francia. Et c'est un établissement uruguayen, en somme, parce que vous traversez les couloirs et il y a les différentes régions de mon pays, les différentes villes de mon pays. Et j'y vais pour la remise des prix, pour fêter différentes fêtes, etc. Et on chante la Marseillaise et l'hymne uruguayen. Et en outre, il y a une ancienne amicale qui chante l'hymne uruguayen en espagnol. Ce sont des personnes qui ont 90 ans et qui aiment, qui ne connaissent pas l'Uruguay, mais qui aiment profondément l'Uruguay. Et je vous raconte une histoire très, très touchante. En 2013, on était à la fête nationale à la résidence, et une personne âgée s'approche de moi, et un ancien élève de l'école, parce que maintenant c'est mixte, ça à partir des années 40, voilà. Ça appartient au Conseil régional de France, voilà. L'Île-de-France, pardon. Et il s'approche de moi et me dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous vous souvenez de moi? Il me dit, bien sûr, monsieur X, comment allez-vous? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous avez vu les films de Louis Malle, Au revoir les enfants? J'ai dit, oui, bien sûr. Vous vous souvenez de collabos qui dénoncent les enfants juifs qui étaient dans une école? Oui. Bon, cette école était à côté de l'école des filles orphelines de l'Uruguay. Alors, il y avait un petit enfant juif qui était dans le jardin. Quand il voit s'approcher les collabos et la police, il saute le mur de l'école uruguayenne et il se cache dans l'école. Il reste caché jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai dit, mais quelle belle histoire! Et j'ai dit, bon, merci. Voilà, bon, j'étais en plein accueil des gens. J'ai dit, demain je lui téléphone pour savoir qui était cet enfant juif, si la famille est toujours à Avon, s'il y a des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Et puis j'ai dit, demain, c'est trop tard. Quand je repris le contact avec lui, il était mort. Et maintenant, mon objectif à moi, avant de quitter mon poste, c'est de savoir vraiment s'il y a encore des gens de cet enfant juif. Mais vous voyez donc, cette fraternité, ces domaines francophones ne passent pas seulement par la Chambre de commerce et l'Outre-Monde, l'ouverture du premier lycée français en Amérique latine qui a été ouvert à Montevideo, la première alliance française a été ouverte aussi à Montevideo. Il y a aussi des rapports amicaux très très solides. Et pour clore, la première fois que je suis allé à ces lycées, je suis arrivé en 2010, et je vais donc à la remise des prix. Et quand je vois avec ma femme, on écoute que les personnes âgées, les anciens élèves de 90 ans, chantaient par cœur l'hymne uruguayen, c'est le bel exemple de notre amitié, de notre francophonie, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais c'est magnifique. Moi, je suis ému, excusez-moi. Non, mais je le sens, et moi aussi, mais c'est pour ça, un ambassadeur, ça transmet beaucoup, finalement. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, à très bientôt. À très bientôt, et merci à vous. Merci.